accueille Patrick Hernandez. Tout le monde en a parlé à retrouver Patrick Hernandez dans la commune de L'Isle-sur-la-Sorgue, près d'Avignon. Bienvenue chez Patrick Hernandez à la Patelette. Ils sont loin les dance floors. Aujourd'hui, Patrick Hernandez vit au rythme du chant des cigales et de la campagne provençale. D'avoir été un des artisans de ce courant musical qui s'appelle le disco n'empêche pas d'aimer effectivement la nature, le côté bucolique des choses. Si son tube est planétaire, Patrick Hernandez lui est resté très France profonde. Voilà un coin qui s'appelle la place de l'apéro, parce qu'effectivement il y a le côté convivial qui est pas loin. Il y a un four à pizza, il y a un barbecue sympa pour faire des choses pour les copains, pour vivre en famille, pour passer du bon temps. Au milieu de ce paradis, une place de choix est évidemment laissée à la musique. Donc voilà l'antre du musicien en fait que je suis. Donc là, il y a toutes mes copines, les guitares, il y en a dans tous les coins. Et c'est l'endroit où je viens tranquillement faire de la musique. Sur le mur, une photo souvenir. C'est une photo pour moi, en tout cas, qui fait partie de l'histoire. On est en train d'écouter effectivement Born to Be Alive, qui est en train de se faire, qu'on est en train de fabriquer à ce moment-là. Fort du succès de Born to Be Alive, Patrick Hernandez continue de composer des morceaux, mais uniquement pour le plaisir. Même si je ne fais pas de commerce avec ma musique, j'ai quand même un besoin viscéral d'écrire. Donc ce genre de choses me servent à me rassurer, à me rasséréner en me disant, ben voilà, je peux encore écrire des chansons, je peux encore faire de belles choses. Patrick partage sa vie avec Laetitia. C'est elle qui gère aujourd'hui sa petite entreprise. Il y a l'artiste, il y a la gestionnaire, et après on se retrouve effectivement pour savoir si on est OK pour mettre Born ou l'un de ses titres, notamment Born, sur une campagne publicitaire, sur un long métrage, un court métrage, un documentaire. C'est l'heure d'aller faire les courses, et dans le village, tout le monde le connaît. Bonjour. Ça, c'était mon boucher favori. Ils sont deux d'ailleurs. Bonjour. Vous voyez qu'ils se ressemblent quand même un petit peu. Je suis un petit peu le casse-pied de service parce que justement j'adore les bons produits et je veux toujours des choses un petit peu pointues. Il aime les bonnes choses, il aime bien manger. Mais on ne peut pas le tromper parce qu'il reconnaît tout de suite les bonnes pièces du boucher. Merci, voilà. Messieurs. Je vous en prie. Passage obligé chez une commerçante particulièrement fan. Vous allez bien, madame? Oui, voilà. J'ai dansé sur cette fameuse chanson. J'ai dansé. Oui. Moi, je sais que quand même, quand on l'entend, ça fait... Même moi, ça me fait de l'effet, vous vous rendez compte? 30 ans après. 30 ans après, alors nous, c'est sûr. Midi, retour à la maison pour préparer le déjeuner. Et le compositeur change d'instrument. Pour faire la cuisine proprement, nous allons mettre un pot au tablier. C'était une casserole qui appartenait à ma mère. C'est une casserole qui a mon âge, grosso modo. Donc la matière grasse, les petits oignons, le riz que l'on va rajouter. Ensuite, on va y mettre le vin blanc et ensuite, on y mettra le bouillon. Et on va faire parallèlement de très jolis champignons que l'on va mélanger avec ce joyeux risotto et on va se régaler. Mon épouse cuisine extrêmement bien aussi. Mais c'est une telle passion chez moi que j'ai de temps en temps du mal à lui laisser le piano. Voilà. Allez-y. Ce petit risotto au girolles est prêt, cher ami. Bon appétit. Bon appétit.
Avant de prendre congé, Patrick, généreux, nous invite à toucher son porte-bonheur. Je conseille à tout le monde de toucher ce pommeau de canne car il porte bonheur. Je l'ai touché, il m'a porté bonheur. Le monde danse encore sur ses rythmes disco, la preuve que 30 ans après, Patrick est toujours alive. Et maintenant, la lumière se rallume sur Patrick Hernandez. Patrick, bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé. Merci de me recevoir. Alors, vous êtes né le 6 avril 1949 au Blanc-Ménil, en Seine-Saint-Denis, père d'origine espagnole, pharmacien, mère d'origine austro-italienne. Alors, études à l'ancien CEG Pierre Curie, puis au lycée de Gonesse, bon élève. Au départ, vous voulez devenir prof d'anglais. Tout à fait. Et c'est pour ça que vos parents vous envoient en Angleterre, dans le Kent. Erreur, parce que là-bas, vous découvrez les Beatles et la Britpop, quoi. Et je dis, c'est ça que je veux faire. Ça, je veux faire ça. Alors là, vous commencez à jouer de la guitare, adieu les études, la musique s'empare de vous. Alors, en 1968, vous devancez l'appel au service militaire, vous devenez secrétaire du chef d'état-major maritime de Toulon, pas très rock'n'roll quand même, ça. Mais je préférais ça quand même à faire l'épluchage de pommes de terre Oui. dans la cuisine. Ouais. Donc en fait, j'étais un peu implanqué dans cette histoire, mais je me suis rapidement rendu compte que c'était pas ma voie, quoi, finalement. Ouais. Oui. Et donc j'ai résilié mon contrat avant la fin des classes, donc Ouais. très rapidement. Voilà. Et là, vous revenez à la musique, vous perfectionnez à la guitare dans des orchestres de bal, principalement dans la région de Périgueux. Tout à fait. Quelques années plus tard, vous montez à Paris pour une audition chez les disques Flèche, la société de Claude François. Et là, vous rencontrez une Claudette qui vous conseille de rencontrer un groupe qui s'appelle Paris Palace Hotel, PPH, qui cherche un guitariste-chanteur. Ils sont très inspirés par les Beatles et franchement, ça me mange. Ouais. Et donc, je me dis, je vais vraisemblablement signer avec Flèche, mais je vais quand même rencontrer ces gens. Ouais. Et après la rencontre, très rapidement, je me rends compte que je vais partir avec eux, écrire des chansons et Vous ne vivre signez ma pas vie. avec Claude François. Et je ne signe pas avec Claude. Voilà. Non. Alors, le groupe PPH va sortir 3,45 tours sans grand succès. Et en 1974, il prépare un album sous la houlette d'un producteur belge nommé Jean Van Loo, associé à un producteur français qui s'appelle Jean-Claude Pellerin. Et c'est à cette époque que vous écrivez Born to be Alive. Donc cette chanson, en fait, au départ, vous inspirez de Born to be Wild de Steppenwolf. Alors, Born les to be paroles. Wild, effectivement, je chante Born to be Wild en me disant, je ne peux pas garder ce titre, il va falloir que je trouve autre chose. Ouais. Et le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est Alive, ce qui est un pléonasme en anglais, mais finalement qui va faire sa petite carrière par la suite. Au départ, cette chanson, c'est un rock. Hein. Vous allez la chanter 3 ans avec Paris Palace Hotel sous sa forme rock. En 1978, PPH se dissout, vous repartez dans le Périgord, dans une cabane. Vous étiez Babacool à l'époque? Oui, je fais partie de la génération des Babacool. Ah oui. Effectivement, je vis dans les bois pendant un moment avec une hache à la tête du lit pour éviter les incursions dans ma cabane. Et je vis d'eau fraîche et Voilà. même pas d'amour puisque je suis seul dans ces bois, dans cette cabane. Alors, vous êtes en plein trip bucolique quand le fameux producteur belge Jean Van Loo vous appelle. Il vous demande de le rejoindre en Belgique, à Ohain, au studio de Marc Arian, au studio Cathy, pour enregistrer une chanson intitulée Making Love. Tout à fait. Et là, pendant une pause, vous fredonnez Born to be Alive en vous accompagnant à la guitare. Et c'est ce Jean Van Loo qui vous dit « Mais pourquoi t'en fais pas un morceau disco ?» Alors pour vous, c'est un crève-cœur, parce que vous aimez le rock. Pour moi, c'était vraiment un gros mot à l'époque. Et j'ai eu besoin d'un petit peu de temps pour me faire à l'idée qu'on Ouais. pouvait effectivement enregistrer cette chanson d'une manière disco. Alors lui, il vous demande de la faire un peu comme la chanson de Sylvester qui s'appelle You Make Me Feel, qui a une disco un peu accélérée en plus. Il nous donne un certain nombre de références de façon à ce qu'on se base là-dessus. Et il me dit surtout, tu as une feuille de route, tu vas aller jusqu'au bout, même si ça ne te plaît pas, tu vas jusqu'au bout de la feuille de route, fais-moi plaisir, et ensuite tu feras ce que tu voudras une fois qu'on aura le squelette de la chanson tel que je le veux. Je joue le jeu parce que j'ai 30 ans et que je me dis, bon, voilà. C'est jamais, mais vous sentez que vous avez un truc fort quand même.
Non, honnêtement, j'ai tellement cette chanson dans la tête, je l'interprète depuis tellement longtemps déjà, que je me dis qu'est-ce qu'il veut à cette chanson? Pourquoi fait-il comme ça une fixette là-dessus, quoi? Lui, il dit c'est une bombe atomique que nous avons là. C'est-à-dire, lui, il s'en rend compte tout de suite. Hein. Le premier soir, Ouais. quand je rentre avec la maquette, on a fait une maquette à Gemap dans le petit studio de maquette d'Adamo. Et je rentre avec un petit bobino et je fais écouter ça effectivement à Jean Van Loo qui me dit « Tu as fait une bombe atomique ». Alors, vous n'êtes pas au bout de vos peines. D'abord, il y a beaucoup de travail en studio, 9 mois. Ensuite, pendant 2 mois, Jean Van Loo se fait rembarrer de toutes les maisons de disques quand il arrive avec le souple. Finalement, il décide de fabriquer lui-même le disque, mais ça ne marche toujours pas. Et c'est là que le fils de Jean Van Loo pense à presser un maxi-single pour les DJs. Alors, il y a cette opération, effectivement, il y a une opération ratée avec les DJ, parce que le tempo de Born to Be Alive, qui est du 133 BPM, est vraiment très très rapide par rapport à tout ce qui se fait à l'époque. Et donc, nous vidons les pistes. À chaque fois qu'on essaye Born to Be Alive dans une discothèque, on vide littéralement la piste. Catastrophe atomique. C'est une véritable catastrophe. Donc, toutes les maisons de disques ne veulent pas du titre. Les gens qu'on connaît un petit peu dans le showbiz ne veulent pas non plus en entendre parler. On veut changer mon nom parce que Patrick Hernandez, on dit mais c'est quoi cette alliance d'un prénom irlandais avec un nom de pied noir? Il faut absolument l'appeler autrement. On a même dit que ça faisait bon espagnol. Donc c'est très aimable. Voilà, tout ça, jusqu'au jour où un label italien distribue le titre et Born to Be Alive devient numéro 1 en Italie, disque d'or. Merci aux Italiens. Parce que nous étions, pour être très honnêtes, à 2 doigts d'abandonner l'histoire. Ensuite, il y aura l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, l'Autriche, enfin, c'est mondial. En 79, CBS France distribue le titre. Il est numéro 1 pendant 4 mois en France. Ensuite, il y a l'Angleterre, les USA. Vous avez vendu 25 millions de disques dans le monde. 25 millions de disques, et donc ce titre est arrivé numéro 1 dans 23 pays. Je crois les 2 seuls numéro 1 qui m'ont échappé sont la Hollande, où je suis arrivé numéro 3, je crois, 4, et l'Angleterre, bien évidemment, puisque l'Angleterre est toujours à côté de ce qui se fait au niveau de la mode, où je suis arrivé numéro 9, quand même dans le top 10 en Angleterre, ce qui est extraordinaire pour un Français. Là, vous entamez une tournée de promo mondiale qui vous amènera au Chili, au Japon, en Australie. Vous avez chanté Born to Be Alive plus de 1000 fois à la télévision. J'ai l'impression qu'on a toujours autant de plaisir, moi, à la chanter, et le public à l'écouter. C'est mortel. Alors, ce qui est drôle, c'est que vous avez ce look de mi-lord, de mi-meneur de revue avec canne et gilet, alors qu'en fait, ce look avait été étudié pour une autre chanson. Qui était une espèce de disco cabaret, un petit musical, peu. Quoi, musical, tout à fait. Et donc, je m'étais dit, tiens, si je dois interpréter cette chanson à la télévision, je crois que le fait de mettre un costume de meneur de revue, ce serait bien vu, quoi. Je me suis donc fourni une canne, un gilet, un pantalon à pince, un petit chapeau. Et au moment de faire ma première télé sur Born, j'étais un peu pressé par le temps, je n'avais pas de look particulier, et donc j'ai pris ce que j'avais sous la main, et c'est devenu un véritable trait de marque. Alors, il y a une légende tenace mais fausse qui veut que Madonna ait été votre choriste. En fait, ce qui s'est passé, c'est que vous avez fait un casting de danseuse à New York pour trouver une troupe là-bas, pour pas être obligé de l'emmener depuis l'Europe. Alors déjà, effectivement, il est faux qu'elle ait chanté avec moi, puisqu'à l'époque, elle n'était pas chanteuse. Elle est devenue chanteuse par la suite. Elle était simplement danseuse. Elle est venue à Paris. Nous habitions 32 boulevard de Courcelles, chez Jean-Claude Pellerin. Et donc, elle a passé chez Jean-Claude Pellerin à peu près une année. Nous étions très copains, tous les deux. En prévision d'une sortie éventuelle d'un disque, j'ai fait quelques séances de photos avec elle, en copains. Donc, on est partis en vacances ensemble en Tunisie. Mais copains. Copain. Madonna était une petite brune. Moi, je suis plutôt branché sur les très grandes blondes. Donc, rien à voir. Et donc, nous avons fait des très très jolies photos qui n'ont jamais servi à quoi que ce soit, puisque au bout d'1 an, elle a décidé de retourner aux États-Unis chez elle. Il n'y avait aucun morceau qu'on lui proposait qui lui plaisait? Alors, à l'époque, elle était très très branchée sur tout ce qui était rock, punk, new wave.
Et donc, d'une manière un petit peu rigolote, mes producteurs de l'époque lui proposaient à peu près ce qu'elle a fait par la suite. Mais on voulait lui faire chanter de la pop rock et elle en voulait pas en entendre parler. Elle voulait faire Blondie plutôt. C'était plutôt dans cet esprit-là. Ouais. Il faut dire que c'était une petite brunette avec des épingles à nourrice dans les oreilles, les cheveux très très courts, les t-shirts donc tailladés. Elle était vraiment dans cet esprit-là et elle voulait pas entendre parler du tout de pop à l'époque. Et en plus, au début, elle ne voulait même pas chanter. Donc elle voulait faire du théâtre, du cinéma. C'est ça, elle voulait faire de la danse, du cinéma, du théâtre. Et en fait, est-ce que c'est pas en voyant les limousines et les palaces dans lesquels vous prélassiez qu'elle a eu envie de faire de la chanson? Ma foi, je pense que si j'ai pu lui apporter une petite chose, je pense que je lui ai au moins apporté ça, c'est-à-dire que de temps en temps, moi je suis un grand fan de McCartney, donc je jouais très très régulièrement des chansons de McCartney avec ma guitare acoustique, et elle chantait avec moi et je lui disais, tu vois, tu le fais naturellement très bien, fais-le, chante quelque chose. Et je pense qu'à force de lui dire, et à force effectivement de voir que finalement la vie d'un chanteur numéro 1 dans le monde entier était pas, c'était pas mal quoi, hein, finalement, peut-être que ça lui a sonné une petite cloche et que par la suite elle s'en est servie. Ainsi donc, les 3 minutes 9 secondes de Born to be Alive ont fait de vous une star mondiale. Quelles ont été les réactions de votre entourage à ce moment-là? Bien évidemment, mes parents ont été très très fiers de moi. Et je m'amusais d'ailleurs comme un môme, comme un enfant, à appeler maman à n'importe quelle heure de Chicago, de Rio de Janeiro, de Santiago du Chili. Et elle était très très fière de ça. Donc vos parents étaient fiers, vos amis, ils ont dû être scotchés, non? Il y a des gens qui ont toujours un petit peu de mal à comprendre que quand on est dans une aventure comme ça, on a au moins de temps à leur consacrer. Donc j'ai perdu quelques amis, il faut dire, à l'époque. Mais bon, vraisemblablement, ce n'étaient pas des vrais amis, donc ça n'est pas très grave. Et ceux qui sont restés sont toujours mes amis. Ils l'étaient avant, pendant, et ils le sont encore maintenant. Et les mecs du groupe Paris Palace Hotel, comment ils ont réagi? Ils ont très très bien réagi et ils savaient bien que de toute façon la version que nous avions fait avec le producteur était quelque chose que nous n'aurions pas pu nous réaliser. De la même façon, la carrière de Madonna n'aurait pas pu se faire si elle était restée en France. Elle aurait peut-être fini pour faire un disque, mais bon, les choses doivent se faire à l'endroit où elles doivent se faire, au moment où elles doivent se faire. Et je pense que les gens du groupe Paris Palace Hotel ont bien, et ce sont toujours mes amis d'ailleurs, ont bien réagi. Vous les voyez toujours? Bien sûr, bien évidemment. Avec les médias, comment ça s'est passé? À l'époque, ayant fait vraiment quelque chose de retentissant, c'est-à-dire pour un Français, c'est absolument exceptionnel d'avoir fait un parcours pareil, j'ai trouvé que j'étais fort boudé par ce qu'on appelle la presse sérieuse. Donc en fait, j'ai eu bien évidemment toutes les presses de jeunes de l'époque, mais la presse de l'époque... Mais jamais Rock et Folk. Mais jamais Rock et Folk, jamais Elle, jamais Jour de France, jamais Paris Match, jamais des choses comme ça. Ou alors j'ai trouvé que c'était dommage parce que pour une fois qu'un Français faisait réellement quelque chose, notamment aux États-Unis, et que ça n'était pas pipoté comme ça l'est souvent, que là il y avait vraiment des résultats qui étaient tangibles, quoi, on aurait pu faire un petit quelque chose, quoi. À l'époque, vous gagnez de l'argent? Je gagne beaucoup d'argent à l'époque parce que je vends beaucoup de disques d'une part et que je suis l'auteur et le compositeur de la chanson. Donc effectivement, dès l'année 79 et surtout l'année 80, l'année d'après, au niveau des droits d'auteur, ça commence effectivement à être extrêmement sérieux, quoi. Mais à l'époque, le master vous appartient pas, il appartient au producteur. Alors le master appartient au producteur qui touche lui son droit de producteur et l'édition surtout, qui est un poste très important dans les droits d'auteur, ne m'appartient pas à l'époque. Vous avez refait un master après, non? Alors j'ai en 2000 refait un master puisque j'avais un contrat de 20 ans où je n'avais absolument pas le droit de refaire une version de Born to be Alive. Et donc j'ai refait un master à l'identique de façon à pouvoir être propriétaire de ma chanson. Et j'ai récupéré en plus mon droit d'édition, ce qui fait que maintenant je suis 100% des droits. Je suis 100% propriétaire de ma chanson. Au niveau amoureux, ça devait être une folie, non? Oui, ça a été un petit peu une folie, effectivement. Non, j'imagine. D'autant que j'étais célibataire et que j'étais assez joli garçon, il faut bien le reconnaître. Et donc ça a été, chaud. Restons-en là. Quel a été le meilleur moment de cette époque? Surtout la surprise au départ de l'explosion de cette chanson. Donc là, j'ai été à la fois sur les fesses,
de voir la rapidité à laquelle la chose s'est passée, c'était extraordinaire. C'est-à-dire qu'on me disait, demain tu es à Vienne, en Autriche, pour faire une télé. Je pensais très honnêtement aller faire de la promo. Et quand j'arrivais, devant l'hôtel, il y avait 150 personnes massées devant la porte de l'hôtel. Donc je me disais, il doit y avoir Rod Stewart, ou il doit y avoir McCartney, ou il doit y avoir... Et non, les gens m'attendaient moi, parce que j'étais déjà numéro 1 dans le pays. Et le pire moment de cette époque? À l'époque de Born, en 79-80, ça n'est que du bonheur, quoi. Ouais. Vraiment que du bonheur. Alors ensuite, vous allez composer votre premier album dans les avions, pendant la promo de Born. Vous enregistrez un disque dès que votre emploi du temps le permet, s'appelle Back to Boogie. Ça marche gentiment, mais beaucoup moins bien que Born to Be Alive, effectivement. Pareil pour votre deuxième album. Est-ce que là, vous vous dites, bon, ben, finalement, voilà, j'en ai fait une, ça me rapporte de quoi vivre, j'arrête? À l'époque, non. À l'époque, j'ai vraiment des velléités de faire d'autres choses, d'autant que je suis un compositeur assez généreux, oui. Et donc, j'ai plein de chansons. Et malheureusement, je pense que plus le tube est énorme, plus il est gros, et plus le poids est énorme aussi par la suite. Donc, il a fallu un certain nombre d'années pour que je me sorte de cette situation. Mais à l'époque, j'ai franchement des velléités de faire autre chose. Et à ma grande satisfaction, CBS aux États-Unis me dit, le disco c'est mort, donc tu sais ce que tu vas faire de la pop et tu vas faire de la pop rock, puisque ça tu sais bien faire. Et moi je suis heureux comme un poisson dans l'eau, parce que je me dis, ça y est, enfin, on va arrêter de parler de disco, quoi. Et nous faisons un album, et cet album nous coûte la peau des fesses. On va à Londres, on va à Atlanta, on va à Nashville, on fait venir des musiciens américains à Bruxelles, on vit dans un château, enfin un truc de fada. Et au moment de livrer l'album, une erreur de parcours, il faut dire ça aux jeunes, quoi. Quand on n'a pas le titre sur un album, il vaut mieux le retenir. Et j'aurais dû, même à la limite en tant que compositeur, dire « Ok, je ne peux pas le faire, je ne suis pas en état, donc je vais demander à quelqu'un d'autre de le faire, comme Kim Carnes, par exemple. » Bette Davis Eyes, c'est son moteur de son album, c'est un des seuls titres qu'elle n'a pas écrit, elle l'a fait écrire par quelqu'un d'autre, mais enfin, bon voilà. Vous avez manqué le titre. Ce qui fait que les Américains m'ont dit « Il est bien ton album, Patrick, mais bon, qu'est-ce qu'on va en faire, quoi ?» Alors depuis, vous vivez des droits de Born to Be Alive, alors 1 500 € par jour, c'est bien? Honnêtement, s'il y a bien quelque chose que je ne fais plus pour de l'argent, c'est ce métier. Donc je fais tout ce que je fais au jour d'aujourd'hui, je le fais pour le plaisir de le faire, vraiment très honnêtement. Vous êtes nostalgique de l'époque de Born to Be Alive, non? J'ai aucune nostalgie parce que j'ai vécu quelque chose d'absolument exceptionnel, que j'ai fait de l'introspection pendant assez longtemps, et suffisamment longtemps pour me dire que c'était une épopée absolument incroyable, improbable, comme on dit aujourd'hui, et je suis absolument ravi de l'avoir fait. C'est quelque chose que je n'aurais jamais rêvé de faire. C'est sûr. Quelle merveille! Quelle merveille d'avoir fait un standard. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Je pense que je ne referai pas l'erreur du deuxième album, effectivement. Puis, au niveau de la vie, ce que vous auriez sans doute préféré, c'est vendre 1 million d'albums pendant 25 ans plutôt que 25 millions d'albums en un an, non? On dirait, mon Dieu, quelle carrière extraordinaire, alors que là, on a plutôt tendance, de temps en temps, à dire, tiens, c'est un coup. Alors, évidemment, le coup est un coup de maître, mais bon, voilà, ça reste quand même un coup pour certaines personnes. On en rêve, hein. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe? À part Born to Be Alive, évidemment. Non, je pense qu'il faudrait écrire CJ, l'homme heureux. En tout cas, moi, j'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous, Patrick. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.